Alors dans ce 20h BFM, on va revenir à ce qu'est l'information de la journée. L'une des images de la journée que l'on va voir, Gérard Depardieu arrivant au tribunal correctionnel de Paris. C'est la première fois qu'il se retrouve au tribunal après une série d'accusations portées contre lui. Lui, l'acteur français le plus connu au monde depuis la mi-journée, Gérard Depardieu, a donc fait face au juge et à deux femmes, une décoratrice et une assistante réalisateur. Toutes les deux l'accusent d'agression sexuelle sur un tournage en 2021. Depardieu visiblement serein à l'audience, serein, soutenu, notamment défendu par un avocat très offensif. On va voir ça dans un instant avec nos invités. D'abord, on plante le décor. Toutes les images du jour avec Stéphanie Zelati et Sophie Herbet. Sur le parvis du palais de justice de Paris, quelques drapeaux et des pancartes des collectifs féministes. À bas le patriarcat! À bas le patriarcat! Plusieurs dizaines de femmes se sont rassemblées. Un comité d'accueil pour l'ouverture du procès de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu est un homme très connu, mais il doit être traité comme tous les hommes. Il doit donc pouvoir se défendre. Il doit y avoir un débat contradictoire. Nous sommes ici pour soutenir les victimes parce que leur parole n'est en général pas bien entendue. Nous, on est vraiment là pour leur faire comprendre qu'elles ne sont pas seules, qu'on est là, qu'on veille et qu'on a envie d'avoir une justice qui répare et non pas qui traumatise davantage. Dans la foule, l'une des deux plaignantes, Amélie, 54 ans. Cette décoratrice a travaillé sur le film Les Volets Verts en 2021. C'est là qu'elle a côtoyé Gérard Depardieu, tout comme Sarah, 34 ans, assistante du réalisateur. Elle n'a pas souhaité apparaître devant les caméras aujourd'hui. Toutes les deux ont porté plainte contre l'acteur pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste. Des accusations que nie le principal intéressé, Gérard Depardieu, 76 ans, jugé apte à comparaître. En début d'après-midi, le voilà qui arrive au tribunal, la main posée sur l'épaule de son avocat. Nous allons enfin pouvoir bénéficier d'un débat contradictoire et démontrer que ces accusations sont mensongères et d'opportunité. Dans la salle, le comédien s'installe. Étant donné son état de santé, il bénéficie de conditions aménagées. 6 heures maximum d'audience, avec une pause au bout de 3 heures. On lui a donné le droit d'amener son propre siège, quelque chose qui s'appelle un cube Machineau, une sorte de tabouret assez haut sur lequel il s'est assis, tout simplement parce que dans les sièges trop bas, Gérard Depardieu, il a beaucoup de mal à se relever, donc il a pu bénéficier de cet aménagement. Pour le reste, il a traversé cette audience de façon assez sereine, parfois il sourit, il discute avec son avocat. Jérémy Assous, qui tout au long de l'audience tente de monopoliser la parole, en répétant que le dossier est entaché d'irrégularités. Il plaide alors une nullité de procédure, une stratégie pour gagner du temps. Il y a une multitude de témoins à entendre. Il y a l'interrogatoire de Gérard Depardieu, il y a l'interrogatoire de personnalité de Gérard Depardieu. Et plus son avocat dépose des requêtes en nullité, des demandes d'actes, des demandes sur la procédure, plus il va gagner du temps sur le reste des débats de manière à éviter peut-être les questions un peu trop dérangeantes pour Gérard Depardieu. Une façon de faire inadmissible pour l'avocate d'une des deux plaignantes. On a Maître Assous qui a déjà plaidé 2 fois sur le fond dans la journée. Et il essaye à tout prix, à tout moment, de retarder, de ralentir le processus judiciaire. À plus de 20 heures, alors que l'audience aurait dû se terminer bien plus tôt, Gérard Depardieu sort du tribunal, sans dire un mot. Il laisse faire son avocat. Elles craignent la vérité, car une fois de plus, la vérité est de notre côté. Gérard Depardieu n'a jamais agressé ses plaignantes. Vous avez eu des mots très très durs sur les plaignantes, par exemple c'était un acte vil. L'acteur risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Son procès pourrait être prolongé jusqu'à jeudi. Bonsoir Muriel Réus. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes présidente de l'association Femmes Avec, qui est une association de défense des droits des femmes. Vous étiez au procès aujourd'hui. Merci d'être là. Bonsoir Maître Roas. Merci Florence d'être avec nous ce soir, avocate pénaliste au barreau de Paris et toujours très attachée à la présomption d'innocence. Merci d'être là. Et Vincent Vintighem qui arrive tout juste lui aussi du tribunal. Merci Vincent d'avoir fait aussi vite. On vous voyait dans le reportage, vous êtes avec nous et vous suivez évidemment cette audience pour BFM TV. Je voulais commencer par
par vous, Vincent. Simplement vos premières impressions sur lui, sur Depardieu. Moi, c'est l'image que je retiens aujourd'hui. On en a beaucoup parlé, on va encore beaucoup parler de son avocat, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas entendu Gérard Depardieu, mais on l'a vu, et on l'a vu dans un prétoire, dans une salle d'audience. Ça fait des mois, voire des années qu'on parle des accusations qui le visent, des accusations des propos orduriers, des accusations d'attouchement. On ressort des petits bouts de films, de promotion de films. Mais aujourd'hui, pour la première fois, on avait cette icône du cinéma français qui faisait face à ces juges, et on s'attendait, en fait, en tout cas moi, je m'attendais à le trouver peut-être amoindri, fatigué, vieillissant, parce que c'est pour ça qu'il n'a pas comparu en octobre dernier. Et finalement, on l'a vu assez serein, se déplaçant de manière tranquille, mais en s'appuyant sur son avocat ou sur un garde du corps, mais serein, souriant, discutant, comme si finalement il allait traverser cette audience assez tranquillement. On reviendra sur cette image dans un instant, parce que je sais qu'elle vous a marqué, Maître Muriel. Vous avez été à quelques mètres de lui aujourd'hui, de Depardieu. Quelle impression vous avez eue, vous ? Bien, à peu près la même que Vincent, c'est-à-dire quelqu'un qui était assez détendu, il a beaucoup maigri, donc il est arrivé souriant, parlant, comme tu l'as dit, avec ses avocats. Oui, un homme plutôt détendu, regardant assez souvent quand même les plaignantes. Moi, je l'ai observé, regardant très souvent les plaignantes et les avocats de la partie civile, avec des conditions d'aménagement... alors certaines, on peut comprendre, c'est-à-dire le fait de pouvoir tester sa glycémie, le fait de pouvoir grignoter pendant l'audience des produits sucrés, le fait d'avoir des toilettes aménagées, privées, là j'ai un peu moins compris, puisqu'à un moment donné il est sorti de l'audience parce qu'il a demandé une interruption pour cela. On nous a tous gardé, nous, plus de 200 personnes, 250 personnes, en attendant qu'ils reviennent, et nous avons pu nous-mêmes sortir à ce moment-là. C'est des conditions quand même très privilégiées pour une audience de ce type, me semble-t-il. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui est écrasé par l'enjeu de cette audience. C'est ça aussi qu'il faut voir. D'ailleurs, il a eu la parole 1 minute à la barre pour dire je vais faire des déclarations, je vais répondre aux questions. Je vais m'expliquer. Et je pense qu'il va s'expliquer véritablement. Il n'est pas dans une espèce d'état d'esprit complètement écrasé par l'enjeu et de dire voilà, je vais m'excuser. Non, je pense qu'il va vouloir contester. Simplement encore pour planter le décor, Maître Roy, vous, cette image de Depardieu arrivant avec la main sur l'épaule de son avocat, elle vous a marqué ? Oui, elle m'a marquée quand je l'ai vue cet après-midi, parce que je me suis dit, on a là toute l'expression, finalement, le sens des droits de la défense. C'est-à-dire que Depardieu arrive avec son avocat, il met sa main sur l'épaule de l'avocat, comme en fait l'avocat étant la dernière personne qui est là pour lui quand il n'y a plus personne, parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui l'ont lâché. Et l'avocat, je le dis et je le répète, reste la dernière personne qui est là quand il n'y a plus personne, pour tous les individus, tous les citoyens, tous les justiciables. Et cette image-là le démontre très très bien, je trouve. Ouais, on va réentendre Maître Assous dans un instant, mais simplement, il y avait, pardon de le dire comme ça, mais il y avait 2 camps à l'audience aujourd'hui, et y compris en dehors du tribunal. Il y a ceux qui soutiennent les 2 plaignantes, et il y a ceux, parce qu'il y en a encore, qui soutiennent évidemment Gérard Depardieu. Ses amis sont là, une partie de ses amis sont là, on a vu Fanny Ardant passer. Il y a 2 camps. Alors il y a un camp qui est quand même beaucoup plus fourni que l'autre, il faut bien le reconnaître. C'est les associations féministes, celles qui viennent en soutien des 2 plaignantes, pour venir expliquer que voilà, on ne doit pas se comporter comme Gérard Depardieu s'est comporté. Mais effectivement, on sait que Gérard Depardieu a été lâché par de nombreuses personnes ces dernières années, mais il en reste encore quelques-unes. Il y avait là Karine Silla, son ex-femme, Vincent Pérez, avec qui il a partagé notamment l'affiche dans Cyrano, on s'en souvient. Il y avait sa fille aussi, Roxane, qui arborait d'ailleurs pour l'occasion un magnifique sweatshirt floqué de l'inscription Fuck you. C'était, à mon avis, un choix qui ne laisse rien au hasard. On ne s'habille pas au hasard comme ça un jour de procès. Et puis, on a vu aussi, et ça a déclenché une espèce de silence, un peu de stupéfaction, l'apparition de Fanny Ardant dans le prétoire, qui est citée comme témoin par la défense, donc qui va venir déposer à la barre de main en soutien de Gérard Depardieu, et qui est arrivée, elle aussi, très sereine et tranquille, avec des lunettes fumées, un trench, en disant au président... Vous dites une audition fin de matinée ou début d'après-midi, c'est quoi pour vous la fin de matinée? Moi, je préférerais le début d'après-midi. Limite, prenons un rendez-vous comme si elle allait prendre rendez-vous chez le dentiste. Oui, effectivement. On va écouter Maître Assous. On va le réentendre ce soir. On l'a vécu en direct tout à l'heure sur BFM TV à la sortie de l'audience. Très offensif. Je crois que certains avocats iraient jusqu'à parler peut-être de défense de rupture. On va en parler dans un instant. On l'écoute, Maître Assous. Très offensif parce qu'il attaque, y compris les plaignantes. Écoutez. On a pu
avoir un débat contradictoire et faire valoir toutes nos demandes et démontrer que nous sollicitions la manifestation de la vérité et qu'il y avait un très grand nombre de témoins qui n'avaient pas été entendus. C'est la même chose pour une demande de reconstitution, c'est la même chose pour une demande d'expertise médicale. Et ce qui est très surprenant, c'est que, alors qu'il n'y aura aucun doute à l'issue de ces actes que la vérité sera établie, les seuls qui s'y sont opposés avec énormément de vigueur sont les plaignantes. Je disais défense de rupture, Vincent, parce qu'il inverse, d'une certaine manière, il attaque ce soir les plaignantes, en disant elles ne veulent pas la vérité. Je ne sais pas si c'est une défense de rupture au sens où Jacques Vergès l'avait créé, au sens propre du terme, effectivement. Déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que toutes les démarches entreprises aujourd'hui par Jérémy Assous sont des droits de la défense, c'est-à-dire qu'il a le droit de faire ça. Il demande de nouvelles auditions, de nouvelles reconstitutions, des exercices médicaux, etc. Maintenant, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il fait aussi des manœuvres un peu dilatoires pour faire traîner les choses, parce qu'on le sait, le temps d'audience est extrêmement court, il y a beaucoup de choses à faire, il y a 14 témoins à entendre, et aujourd'hui, on n'a pas encore commencé à aborder le fond, c'est-à-dire que le président n'a même pas lu le rappel des faits, le rapport de ce qui s'est passé. Pour l'instant, on n'en est que sur les questions de procédure. Mais encore une fois, Jérémy Assous a le droit de faire ça. Alors pourquoi il veut torpiller comme ça ? Avec des demandes légitimes. D'abord, il estime que la procédure a été entachée d'irrégularité. Donc, il a déposé des nullités. Ce faisant, il a commencé à plaider déjà le fond du dossier. Là-dessus, il a été retoqué puisque le tribunal a joint au fond l'incident, c'est-à-dire qu'on le traitera dans un deuxième temps. Il a quasiment aucune chance d'aboutir. Et puis derrière, il a fait des demandes d'actes comme si finalement on pouvait reprendre l'enquête aujourd'hui. Là aussi, il a le droit de le faire. Il a demandé une reconstitution, il a demandé une expertise médicale d'expertiser aujourd'hui le Depardieu de 2021 pour démontrer qu'il n'était pas en capacité d'avoir poursuivi dans la rue l'une des deux plaignantes et de lui avoir touché les fesses. Voilà, c'était l'une des démarches aujourd'hui. Alors évidemment, du côté des parties civiles, ça grince, on s'agace, on s'indigne, parce que tout ça prend énormément de temps. Mais lui, il est droit dans ses bottes, Jérémy Assous. Quand il demande de nouvelles investigations, il a cette phrase qui est quand même marquante. Il s'adresse aux plaignantes, il dit « Elles ont attendu 2 ans pour porter plainte, elles peuvent bien attendre 3 mois de plus. » Il faut se rendre compte de la violence de cette phrase. Comment vous réagissez, vous, Muriel, en entendant ça ? C'est extrêmement violent. Enfin, il a une stratégie qui est la sienne. Il a parfaitement le droit de l'avoir, et puis le droit le lui permet. Mais dès qu'il prend la parole, dans cette salle d'audience, le climat se transforme. C'est très agressif. Aujourd'hui, il a attaqué le procureur, il a attaqué le parquet, il a attaqué les forces de l'ordre. L'officier de police judiciaire qui a mené l'enquête. Et il attaque les victimes. C'est beaucoup. C'est pour ça que cette audience, elle était tendue, électrique. Et puis, il a une stratégie très particulière. C'est-à-dire, comme la dernière fois, quand il a demandé le report, il a plaidé au fond. Donc, ça lui a été reproché par le président. Là, il a pris la parole pour demander la nullité. Il a parlé pendant 1h46 sans interruption, à tel point que les avocats de la partie civile, à un moment donné, ont dit au président je n'ai jamais vécu ça, nous n'avons jamais vécu ça. Vous auriez pu l'interrompre, vous l'avez laissé parler pendant 1h46. C'est le droit, mais nous n'avons jamais vécu cela. Ça a été très... c'est violent. On est dans des violences sexuelles et sexistes, on est dans des actes violents. Cette façon de faire rajoute de la violence et rajoute effectivement une pression très forte sur les victimes. Maître. Je ne suis pas d'accord. Je pense que mon confrère a fait son métier. Il assure la défense de son client de la meilleure façon possible selon sa perception du dossier, que je ne connais pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Souvent, la forme et le fond sont liés. On est obligé, et c'est notre rôle, de soulever les nullités quand on pense qu'il y a des nullités de procédure, quand il y a des irrégularités. Par ailleurs, il demande des actes, il demande des témoignages, parce que c'est le principe du contradictoire du procès pénal en France. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la défense qu'il représente, l'accusation... Mais l'enquête, elle a déjà eu lieu. Mais l'enquête, elle a eu lieu, elle a été menée par les services de police et manifestement il n'y a pas eu d'instruction. Donc il n'y a pas eu une enquête à charge et à décharge. Il y a juste eu une enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, elle est couverte par le secret. Nous, en notre qualité d'avocat, nous n'avons pas beaucoup finalement d'action sur cette enquête préliminaire qui est menée par les services de police sous la direction du procureur de la République. Donc en réalité, ce système de charge et décharge, quand on n'est pas dans le cadre d'une instruction, eh bien il est un peu affaibli. Exactement. Donc quand on arrive à l'audience, dans ce cas-là... C'est ce que fait Maître Assous cet après-midi, qui dit on a eu une procédure qui a été faite à charge. Et il donne un exemple, il explique, mais moi j'ai 14 témoins
qui sont prêts à parler, il dit j'ai les noms, j'ai les adresses, etc., qui sont prêts à parler et qui, étrangement, n'ont rien vu de toutes les scènes que décrivent les plaignantes. Mais ils ont déjà été entendus pour certains ces témoins, mais pas suffisamment selon lui, raison pour laquelle il demande à ce qu'ils soient officiellement entendus. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, il y avait 46 personnes présentes sur le plateau de tournage où les agressions sexuelles ont été dénoncées. Certaines personnes, l'officier de police judiciaire a pris son téléphone, les a appelées en disant, est-ce que vous avez vu quelque chose ? Non, non, ok, au revoir, à bientôt. Lui, il demande une audition parce que vous n'avez rien vu, mais où étiez-vous ? À quel endroit ? À quelle heure ? Il demande d'aller beaucoup plus loin. Et c'est tout à fait son droit. Mais il n'empêche que de l'autre côté du prétoire, dans le côté droit des plaignantes, on dit mais on a déjà tout fait. On a suffisamment d'éléments. On ne va pas perdre du temps encore là-dessus. Et ce rapport de force qu'a instauré Jérémy Assous cet après-midi, c'est vraiment sa stratégie. Qu'il a perdu, hein. On n'est pas au bout du procès. N'a pas été oui, mais on n'est pas au bout du procès. Mais il instaure ce rapport de force de manière aussi peut-être à faire un peu peur. Je ne sais pas si c'est l'effet Depardieu, mais Amélie, Guillaume et Elsa vous écoutent religieusement depuis tout à l'heure. Oui, non, mais j'essaie de me placer du point de vue des téléspectatrices et téléspectateurs. Si on entend l'avocat de Gérard Depardieu par rapport à ce que vous dites, il laisse entendre qu'en fait, les officiers de police qui ont mené cette enquête l'ont fait contre lui et sont pour les victimes. Enfin, c'est pas qu'il laisse entendre, c'est qu'il le dit clairement. Il dit que l'officier de police judiciaire a, passez-moi l'expression, voulu se faire Gérard Depardieu parce que c'était Gérard Depardieu que la plainte est arrivée par un recommandé le lundi. Ces accusations, elles sont quand même graves. Et que dès le mardi, une enquête a été ouverte qui est un délai extrêmement court et que pour lui, tout avait déjà été dit à ce moment-là. Je voudrais qu'on écoute Anouk Grimbert, l'actrice qui était présente aussi avec vous, Muriel, tout à l'heure au procès, et qui a une vision totalement différente de ce qui est en train de se passer, de ce qui va se passer dans ce procès. Écoutez-la. Il n'y a pas de doute sur ce qu'il a fait. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de discussion. Son avocat va faire des simagrées, va mentir. C'est son mode opératoire. Mais on sait très bien que depuis tant et tant d'années, il a agressé tant et tant de femmes qui sont meurtries à jamais. Et c'est bien que... Enfin, j'espère vraiment que la justice va punir. C'est insupportable, l'impunité. C'est insupportable. Il faut que ça s'arrête. Comment vous réagissez, Florence ? Moi, je suis scandalisée, mais c'est normal. Je suis avocate. Et quand j'entends ça, je suis scandalisée d'entendre qu'une personne souhaite... Elle s'appelle Anouk Grimbert, elle a tourné avec Gérard Depardieu, bon, ok. Mais en fait, elle le juge comme ça, sans aucun procès. C'est-à-dire qu'en réalité, si on rentre dans ce système-là, où elle dit il ment, l'avocat fait des simagrées, etc., eh bien, il n'y a plus de justice. Et alors, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Parce que, bon, elle affirme que tout le monde savait, etc., mais elle l'affirme, ça la concerne. Et c'est même un petit peu, j'allais dire... Enfin, ça pose problème. C'est problématique d'avoir des affirmations comme celle-ci dans le cadre, par exemple, d'un délit éventuel de diffamation. Muriel Reus. Moi, je suis évidemment pas d'accord avec vous, parce que Anouk Grimbert, elle était sur des plateaux de cinéma, elle tourne depuis des dizaines d'années. Ça fait 50 ans que Gérard Depardieu est sur des plateaux. On a aujourd'hui des dizaines de plaignantes qui se sont exprimées. On a même sur votre antenne, j'ai écouté tout à l'heure Christophe Carrère qui raconte ce qui s'est passé dans un ascenseur. C'est la note. Il dit, je suis dans un ascenseur, il monte avec moi, il m'attrape, pardonnez-moi, les roubignoles, et ça dure jusqu'au moment où on s'arrête. Enfin bon, je ne sais pas de quoi. Enfin, de quoi parle-t-on ? Est-ce que on parle de justice ? Non, mais on parle de justice. Mais la justice. C'est ça la question. Non, mais la justice va faire son boulot. Ah bah voilà, mais justement. Je peux terminer. Oui, non, mais voilà, on parle de justice. Va faire son travail. Accuser quelqu'un ne veut pas dire le condamner, madame. Non, mais il y a des principes en droit qui concernent tout le monde. Laissez-moi autour terminer. de cette table et tous les gens qui nous écoutent. Laissez-moi terminer. Voilà. Et moi, je suis choquée qu'on veuille condamner quelqu'un comme ça. Allez-y, Muriel. Évidemment que la justice doit faire son travail. Et Jérémy Assous le fait. Et il le fait très bien, croyez-moi. Évidemment que la justice va trancher et ça sera, on aura un jugement dans les jours qui viennent peut-être. Mais on ne peut pas occulter ces victimes, ces femmes, ces plaignantes qui depuis des années dénoncent des faits. On ne peut pas occulter l'omerta dans le milieu du cinéma. On ne peut pas occulter le fait que les producteurs, les distributeurs aient pendant toutes ces années misé sur Gérard Depardieu qui était l'économie de l'assurance vie
du cinéma français. Les films se sont montés sur lui, on a gagné beaucoup d'argent grâce à lui. Enfin, il y a eu des propos qui ont été tenus et qui ont été rapportés en disant s'il y a un problème sur un film, c'est toi qui vas partir, donc tu vas te taire. Donc ça, on a des dizaines de témoignages là-dessus. On ne peut pas considérer que ça ne compte pas. Mais justement, c'est pour ça que le procès d'aujourd'hui, qui est un peu l'aboutissement quand même de quelques années de séries d'accusations contre Depardieu, c'est pour ça que ce procès, il est, comment dire ça, il est salutaire aujourd'hui, vous diriez ça comme ça? Oui, il est important. Il est symbolique. Et d'ailleurs, sa présence aujourd'hui était en soi un événement. Moi, à titre personnel, je pensais qu'il ne viendrait pas. Ah oui. Je me suis dit, pourquoi il va s'imposer ça? Puisque de toute façon, il a un avocat qui est... je veux dire, qui fait le boulot tout seul. Sans lui, ça aurait été compliqué. Sans lui, on aurait le pu, procès serait tenu. Sans lui, avec une expertise médicale estimant qu'il est apte à comparaître, ça aurait été très compliqué. Après, il y a quelque chose qu'il faut quand même préciser, c'est que d'un côté, on a les témoignages qu'on a lus dans les médias, qu'on a entendus à la télé, à la radio, et puis de l'autre côté, on a la justice. Ce sont deux choses totalement différentes, sur deux chemins qui peuvent être parallèles, qui parfois se rejoignent, parfois s'écartent. C'est-à-dire qu'il faut respecter la décision de justice, le procès qui est en cours. Il faut écouter Anouk Grimbert quand elle s'exprime, comme il faut écouter Jérémy Assous. Anouk Grimbert, son témoignage, il est important pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle a partagé l'affiche avec Gérard Depardieu sur ce film Les Volets Verts et qu'elle a expliqué pourquoi ce film avait été un tournant. Et pourquoi, à partir de ce moment-là, il y avait eu des plaintes contre lui. C'est parce qu'on est en 2021, c'est déjà un peu le champ du cygne pour Gérard Depardieu. Il est visé par différentes accusations, par différents témoignages, et surtout, il vient d'être mis en examen pour avoir violé Charlotte Arnoult. Depuis, le parquet a requis son renvoi devant une cour criminelle départementale. Mais quand on écoute Anouk Grimbert, elle marque, avec le tournage de ce film Les Volets Verts, la bascule, en fait. Tout ce qu'on a accepté pendant des dizaines d'années vis-à-vis de Gérard Depardieu, c'était Gérard. Oui, mais c'est Gérard. On ne l'accepte plus à partir de ce tournage. Il y a une histoire de symbole derrière tout ça. Quand on regarde Les Volets Verts, c'est l'adaptation d'un roman de Simenon qui raconte quoi? Qui raconte la fin de carrière d'un comédien qui est complètement abandonné par tout le monde. Est-ce que je peux poser une question vraiment très simple, mais Anouk Grimbert, qu'on voit là intervenir face caméra, est-ce qu'elle fait partie des parties civiles ou des témoins appelés dans le... Alors, ni l'un ni l'autre. Elle n'est pas citée comme témoin, ni par la partie civile, ni par la défense. Je ne crois pas qu'elle a été entendue dans la procédure, peut-être parce qu'elle est là en soutien. Elle est là complètement en soutien. On a bien compris aujourd'hui que les plus de 6 heures d'audience n'ont pas permis de commencer, en tout cas pour le président, à parler du fond. Demain, c'est ce qui va se passer? On l'espère. Mais reste à savoir ce que Jérémy Assous peut aussi réserver. Alors, on arrive quand même au bout des nullités, des demandes d'actes qu'il peut formuler. Le principe désormais, c'est qu'on ait un rapport du président sur les faits, puis un interrogatoire de Gérard Depardieu, puisqu'il veut s'exprimer. Ouais. Après, on a, je l'ai dit, 14 témoins à entendre. On a un interrogatoire de personnalité de Gérard Depardieu, et autant vous dire que la personnalité de Gérard Depardieu, la carrière qu'il a eue, il y a quand même des choses à en dire. Et puis, derrière, on aura les plaidoiries des parties civiles, les avocates des deux plaignantes, et puis le réquisitoire, et derrière... la plaidoirie de Jérémy Assous. Alors, il nous en a donné un avant-goût aujourd'hui, mais on se doute que ce sera musclé. Il y aura sans doute d'autres éléments. Est-ce que vous pouvez rester avec nous tous les trois pour répondre aux questions des téléspectateurs de BFM TV? C'est maintenant, c'est vos questions aux 20h. Avec Lisa Adef qui est de retour sur ce plateau. Lisa, première question donc sur Gérard Depardieu. Oui, une question de Clémence, 33 ans, qui vient de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Malgré les accusations contre Gérard Depardieu, sera-t-il encore contacté en tant qu'acteur? Qui peut répondre à ça? Peu de chance. Il y a peu de chance. Oui, enfin, tous les critiques de cinéma, certains distributeurs avec lesquels on parle disent qu'il y a très très peu de chances qu'il puisse tourner à nouveau. Alors, ce que l'on dit dans les milieux de la distribution, c'est qu'on continuera à diffuser ces films, parce que personne ne remet en cause le talent de Gérard Depardieu, mais il est peu probable qu'aujourd'hui, l'industrie accepte de miser sur Gérard Depardieu, d'investir des sommes qui sont parfois très importantes, au vu de ces procès en cours. Et je rappelle quand même qu'il y a effectivement le procès de Charlotte Arnoult, qui était là aujourd'hui aussi en soutien. Qui accuse Depardieu de l'avoir violée. Ça fait 7 ans quand même, que Charlotte attend une date de procès quand même. Et donc c'est très très long. Il faut aussi prendre en compte ce délai qui est assez insupportable pour les femmes qui décident de parler, en prenant en prenant des risques, parce que quand elles parlent, elles se mettent forcément en danger. Et donc, il y a peu de chances que l'industrie cinématographique mise sur Gérard Depardieu aujourd'hui. Son dernier film, c'était Les Volets Verts. C'était Les Volets Verts, justement. C'était 2021. Maintenant, il y a la rumeur qu'il ait participé à un court-métrage qui pourrait déboucher dans quelques temps, tout un court-métrage qui aurait été tourné par
Fanny Ardant. Deuxième question, Lisa. Question de Nina, qui a 43 ans, de Cannes. Avec le procès de Gérard Depardieu, je me demande s'il ne faudrait pas instaurer un système de surveillance pendant les tournages. Elle précise, quelqu'un qui pourrait faire de la sécurité et serait là pour témoigner s'il y a quoi que ce soit. Mais il n'y a pas un système de surveillance, mais il y a des référents aujourd'hui sur les tournages. Il y a des obligations. Tous les producteurs ont suivi des formations aux violences sexuelles et sexistes. Et aujourd'hui, il y a des obligations qui sont conditionnées à des financements du CNC pour que les équipes soient également formées sur les tournages. Donc on progresse. Encore une question sur Gérard Depardieu ? Oui, cette fois-ci, c'est une question d'Hugo qui a 17 ans, de Paris. Des tribunes en soutien à Gérard Depardieu ont été signées et diffusées. Est-ce que ça a un intérêt aux yeux de la justice ? Ça, c'est pour vous, Maître Rouas. De toute façon, ces tribunes, je crois que ça date d'il y a 2 ans. Et puis, beaucoup se sont ravisés, si je me souviens bien. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était une belle image de voir rentrer Gérard Depardieu avec son avocat qui s'appuie un peu, en fait, symboliquement sur lui, qui, pour moi, au regard des droits de la défense et du fait que, d'une certaine manière, il est un peu seul aujourd'hui, puisqu'on dit on ne diffuse plus ses films, il ne tournera plus, c'est un tournant. J'ai pas dit qu'on ne diffusait plus ses films, hein. Enfin, j'ai pas dit vous, hein, je l'ai entendu. Voilà, certains ne veulent plus diffuser ou sont rétifs à diffuser ces films, d'autres veulent même plus les regarder, même s'ils reconnaissent le talent de l'acteur. Je trouve que c'est important aussi que cet avocat soit à ses côtés, fasse bien son travail et qu'on respecte la présomption d'innocence, qui n'est pas un vain mot, qui n'est pas un concept creux. Mais justement, Vincent, au milieu de tout ça, et de ces deux camps dont on parlait tout à l'heure, il faut que la justice reste sereine. C'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident, surtout après une audience comme aujourd'hui. Après la pression médiatique, il faut savoir que j'en ai couvert quelques-uns des procès au tribunal, mais un dispositif policier comme celui qu'on a connu aujourd'hui, j'avais jamais vu ça pour assurer la sécurité de Gérard Depardieu et faire que ça se passe le plus sereinement possible. Mais la justice, elle est là et elle sait faire avec ce genre de dossier. Le président qui est dans cette audience, avant Gérard Depardieu, alors c'était pas le même acabit, mais il a eu Nicolas Bedos, il a eu Stéphane Plaza. Voilà, on a eu différents profils qui peuvent, par certains égards, faire penser à Gérard Depardieu. Et puis lui, il se fonde sur le droit, les faits, la motivation du jugement qu'il va rédiger une fois qu'il aura entendu tout le monde, et il s'appuiera uniquement là-dessus. Beaucoup de questions ce soir, les téléspectateurs, sur Gérard Depardieu, mais pas uniquement, Lisa. Oui, on a une question sur l'implantation des restaurants McDonald's dans les campagnes. Clément, 32 ans, de Saint-Maur-des-Fossés. L'État n'a-t-il pas peur de s'américaniser, dit-il, et de perdre la lutte contre l'obésité avec le projet des nouveaux McDonald's en campagne? Je crois que c'est une question pour Amélie Rosic. Alors, s'il y avait une lutte contre l'obésité, je crois que, vis-à-vis de McDonald's, je crois qu'on l'a perdu depuis très longtemps. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont tentées d'être faites, notamment la taxe sur les produits sucrés, par exemple. Mais n'a-t-il pas peur de s'américaniser? En fait, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, ce que veut faire McDonald's, c'est de continuer son implantation. Mais c'est déjà le cas. Et vous êtes, vous qui nous regardez, 2 millions de clients à pousser la porte du McDonald's. Il y a 2 millions de commandes par jour chez McDo en France. Voilà, donc je n'invente rien. La France est peut-être américanisée, mais parce que nous l'américanisons. Oui, et on rappelle ce qu'on disait tout à l'heure. McDo veut s'implanter dans 50 nouveaux sites en France. Le patron marketing de McDo dit, quand on arrive 9 fois sur 10, en réalité, on est soutenu par le tissu local, par les maires, parce que ça crée de l'emploi. Et McDo s'attaque, entre guillemets, à des villes, voire des villages de plus en plus petites, avec des implantations dans des villes de 1000, 2000, 3000 habitants aujourd'hui. Absolument, et où il y a de moins en moins, voire pas, d'offres de restauration, ou en tout cas relativement abordable. Et puis, on le disait aussi tout à l'heure, McDonald's, qu'on le veuille ou non, a tissé des liens en privilégié avec la filière, notamment de la viande bovine en France. Et donc, c'est un débouché très important pour les producteurs. Question de Patrick. Oui, une question sur les retraites. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. 71 ans de Méras en Ardèche. Les anciens ministres, les députés, les sénateurs peuvent percevoir leur retraite et continuer à être élus et cumuler donc les retraites. C'est à eux de fournir des efforts, non? Ils posent la question. Soit ils perçoivent leurs indemnités d'élus, soit ils perçoivent leur retraite, mais pas les deux. C'est une question très récurrente que vous avez été très nombreux à nous envoyer. Amélie et Guillaume. Alors, on va répondre par un exemple très concret. Merci Amélie, d'un ancien retraité qui a décidé de reprendre ses activités, François Hollande. Oui. Prenons le cas de François Hollande. Avant qu'il soit réélu député début juillet de l'année dernière suite à la dissolution, il indiquait qu'il touchait une retraite d'environ 15 600 € net avant impôt. Ça recouvre toutes ses anciennes fonctions, par exemple ancien chef d'État. C'est un traitement de conseiller d'État, c'est pas formellement parlant une retraite, mais il avait été par exemple magistrat également à la Cour des comptes. Est-ce qu'une fois
réélu député de la Corrèze en juillet dernier, François Hollande a pu cumuler sa retraite d'ancien député avec son indemnité de nouveau député. Bonne réponse. Bravo, Maxime. Il a donc renoncé, effectivement, c'est ce qu'il avait indiqué, à sa retraite d'ancien député de la Corrèze pour pouvoir toucher son indemnité de député actuel de la Corrèze qui est de 5 957 € par mois. Donc il a perdu au change. En revanche, il peut continuer de toucher les retraites des autres mandats qu'il a occupés ou des autres fonctions qu'il avait occupées précédemment. Je précise juste une dernière chose, que je me suis aperçue en recevant aussi des questions, que parfois certaines de nos téléspectatrices ou téléspectateurs imaginent qu'un élu qui a été élu perçoit sa retraite avant l'âge de la retraite. Alors non, ils peuvent continuer à percevoir juste après la fin du mandat des traitements comme une espèce d'indemnité de licenciement. En revanche, pour percevoir la retraite, il faut quand même qu'ils aient atteint l'âge de la retraite. Par exemple, les sénateurs là-dessus ont décidé au moment de la réforme qu'ils allaient eux aussi passer à 64 ans. 4 ans. Parce que les sénateurs ont une caisse autonome à part. Ils ont décidé de se mettre au même niveau. Évidemment. En tout cas, merci à toutes et à tous pour vos questions ce soir. Merci Lisa, merci Maître Roas, merci Muriel Ruiz d'avoir été avec nous. Merci Vincent, bon courage pour demain. La suite du procès de Pardieu, on suivra ça avec vous. Merci à mes camarades, évidemment. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Perrine Storm. Perrine, jusqu'à minuit en direct pour toute l'actu de ce lundi soir. C'est sur BFM TV. Vous êtes bien avec nous. À demain 20h. Merci.